Bonjour tout le monde. Salut Bonjour. Laetitia, salut Aaron. Bonjour, Merci Aaron d'avoir accepté notre interview, avec euh, grand plaisir. un interview en binôme sur la CNV, la communication non violente. Aaron, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours pour commencer? Ouais, très rapidement, quand je me présente, voilà, j'ai fait un cursus juridique, puis j'ai atterri dans la banque. Euh, voilà, et j'y ai exercé des fonctions commerciales, managériales, et puis aujourd'hui, ben, j'accompagne des collaborateurs. Quand je dis j'accompagne des collaborateurs, c'est sous l'angle coaching, sous l'angle des formations. Voilà, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ce parcours-là, je me suis aperçu qu'il fallait que je me forme un peu plus. Donc, j'ai fait une formation en coaching professionnel et à l'issue de ça, je me suis monté à côté en tant que coach professionnel indépendant en parallèle du poste que j'occupe à la banque actuellement. Et, euh, et voilà, mon rapport au sujet, à la CNP, j'y suis venu dans un passé assez lointain. Et aujourd'hui, je dirais que j'utilise la CNV dans mon quotidien en tant que coach et dans ma vie privée également. Voilà, voilà pour moi. D'accord, merci. Du coup, comme je pense qu'il y a certains téléspectateurs qui ne vont pas connaître tout le monde, Laetitia, si tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Oui, je suis Laetitia Rongy, formatrice d'anglais dans un campus qui forme des BTS, des bacs pro aussi en alternance. Et j'utilise, je suis là parce que j'utilise l'agilité et j'essaie d'utiliser des outils justement comme la CNV pour permettre de tout ça. Merci. Alors, du coup, reste moi, je suis Guy Lerat. Avec Laetitia, on a un projet d'enseigner aux enseignants et aux formateurs l'agilité. Et la CNV est un sujet qui nous intéresse, qu'on va mettre dans un module et qu'on va tenter, même qu'on va pas tenter, on va enseigner pour qu'ils puissent l'utiliser dans leurs cours, entre les élèves ou même, ça peut s'utiliser partout. Donc, ça nous intéresse énormément d'avoir un spécialiste aujourd'hui comme toi, Aaron, pour la CNV. Et du coup, moi, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que c'est la CNV? Oui, donc la CNV, pour répondre, alors en fait, on pourrait dire beaucoup. Je vais essayer déjà d'introduire le propos pour lui donner un peu de sens. La CNV, déjà, c'est de se dire, dans un premier temps, quand on est face à l'altérité, on se rend compte qu'on rencontre un grand nombre de situations qui génèrent des tensions. Dans notre vie perso, comme dans notre vie pro, hein, d'ailleurs. Hein, tous les deux, c'est à peu près la même chose de ce point de vue-là. Et les éléments qui favorisent ces tensions-là, c'est souvent, je dirais, les éléments les plus importants, c'est parce qu'on a des divergences d'opinion, on a des divergences d'intérêts, et puis il y a un enjeu au moment où, à un certain moment, un enjeu. Et c'est assez difficile d'ailleurs de détecter cet enjeu-là, parce qu'il est différent selon tout le monde. Ça peut être un enjeu de réussite, un enjeu de pouvoir à un certain moment, un enjeu de reconnaissance. Et ça, c'est fonction de nos besoins, propres à chacun, et puis propres à l'instant T dans lequel on se trouve. Et donc, face à ces moments de tension, ce qu'on constate, c'est que les personnes, elles réagissent de manière différente. Dans les réactions qu'on constate, il y en a deux types. Il y a des comportements qui visent à renoncer lorsqu'on rencontre une difficulté. Hein. Le premier type de comportement, on renonce en fait à poursuivre son objectif en vue d'éviter le conflit. Donc ça va être tout ce qui est comportement de fuite, tout ce qui est comportement de soumission. Donc dans les deux, l'idée c'est que c'est pas si important que ça. Ce que j'ai à dire, ce que j'ai à poursuivre, je préfère juste fuir le conflit. Ça c'est le premier type de comportement. Et le deuxième, ça va être le comportement, je poursuis mon objectif coûte que coûte, et tant pis si je casse la relation. Et donc là, on va y voir apparaître des comportements de type manipulatoire. J'avance caché, j'influence la pensée de l'autre sans donner mes intentions, sans donner mes idées. Et puis le deuxième comportement, c'est l'agression. Voilà. Donc j'attaque l'autre, je dégrade ses idées, je les valorise de manière à pouvoir pousser mes propres idées parvenir à mes fins. Et donc,
Dans ces situations-là, on a l'idée qu'on doit choisir entre préserver la relation et poursuivre ses intérêts. Et donc, dans la communication non violente, c'est comme l'avait exprimé Gandhi à l'époque, c'est l'idée qu'on va choisir un chemin du milieu qui ne va pas être simplement un compromis entre l'un et l'autre, mais qui va être une voie un peu supérieure et dans laquelle, en fait, on va poursuivre à la fois très clairement son objectif, exprimer ce qu'on souhaite, tout en préservant la relation. D'accord. Voilà. Et donc, dans ce propos introductif, ça permet de se dire, voilà, à quoi ça va servir la CNV. Ça va servir à ça. Ça va servir à pouvoir continuer à dire des choses difficiles, à exprimer des choses difficiles quand c'est difficile pour soi, en se disant, je préserve la relation avec la personne. Donc voilà à quoi ça va nous servir. Okay. Alors, il faut déjà qu'il se soit passé quelque chose, du coup. C'est après une friction, en fait. Oui. Dans la CNV, en tout cas c'est ma façon de voir les choses, c'est qu'il y a déjà en fait une zone de tension quand même qui est présente. On pourrait parler dans les bonnes manières de communiquer, on peut parler de plein de préceptes qui permettent déjà de mettre en œuvre une bonne communication sans qu'il y ait quoi que ce soit et de manière en fait, à ce que ça se passe bien. Dans la CNV, il y a quand même l'idée qu'en effet, on sent la difficulté, on sent le conflit arriver ou c'est déjà un petit peu arrivé. Ouais. Oui, en tout cas, dans ma propre lecture, c'est comme ça que je l'utilise. Donc justement, quand on sent ce conflit, quelles sont un petit peu les étapes ou l'approche à avoir pour justement résorber tout ça? Oui, alors donc dans la CNV, donc là je vais développer la CNV, puis plus tard je vous parlerai, si ça vous intéresse aussi, des communications non violentes en général et de tous les principes qu'on peut utiliser qui aussi me semblent intéressants au-delà de la CNV pure. Mais dans la CNV, en effet, tu as raison Laetitia, c'est d'abord une méthode. C'est pas qu'une méthode, il y a toute une philosophie attachée, mais c'est la méthode OSBD. Tous ceux qui s'y sont un peu intéressés ont entendu parler de ça, au moins en mot étiquette. Et donc, l'OSBD, ça consiste en quoi? Eh bien, les 3 premières phases, déjà, c'est OSB, observation, sentiment et besoin. Ça va servir à exprimer avec honnêteté tout ce qu'on a observé dans une situation qui était insatisfaisante, sans formuler de critique ni jugement envers celui à qui on l'exprime. Donc, en gros, je vais y aller point par point. La première phase, c'est l'observation. Donc, j'exprime dans une situation ce que j'ai observé et qui a provoqué une émotion négative chez moi. J'y reviendrai, l'émotion, c'est en deuxième phase. C'est assez primordial dans la communication non violente. C'est ce qui va me renseigner. Mais là, la phase d'observation, ce que je peux vous dire dessus, c'est que ça semble simple. Et c'est pas si simple que ça de faire une observation concrète. Il y a souvent des biais de perception. Voilà, on croit qu'on a vu correctement les choses. Et en réalité, notre réalité, elle est colorée de tout un tas de croyances, de filtres qu'on a devant les yeux. Et ben, c'est difficile. Et donc, l'astuce que je donne, en général, pour bien réussir à exprimer une observation, c'est avant d'exprimer, c'est d'imaginer qu'il y a une personne à côté de nous. Donc, une personne à côté de moi, je suis prêt à faire l'observation. Et avant de parler, je m'imagine, est-ce que la personne qui est à côté de moi, elle pourrait exprimer la même observation que ce que je vais exprimer? Et si, en effet, j'ai la garantie que cette personne-là dirait la même chose, a priori, je vais être plus objectif. Une vision extérieure. Voilà. Voilà, c'est l'intervention d'un tiers. Tu avais une question, Guy? Oui, non, c'est bon. Non, je remarque, c'est vrai que là, on se dit, c'est facile, je raconte ce qui s'est passé. Non, c'est très très dur de parler factuellement de ce qui s'est passé. C'est toute la différence entre tu es arrivé en retard
Et en fait, non, tu es arrivé à 9h05. Ça, c'est factuel. Et donc, C'est ça. c'est une grosse différence et c'est extrêmement difficile. En tout cas pour moi. Et c'est ça. Et parce qu'en effet, la notion de retard, ça fait déjà intervenir un élément de subjectivité qui est une référence. Et donc, est-ce qu'on a bien déterminé correctement une référence pour pouvoir parler d'un retard? Et donc, ça, c'est la vision commune qu'on va travailler en général pour pouvoir permettre d'objectiver les choses. Okay. Donc, voilà pour la phase d'observation. Et puis, la deuxième chose, je vous le disais, c'est central. C'est les sentiments. Donc, en communication non violente, qu'est-ce que ça a éveillé comme sentiment chez moi, ce que j'ai observé. Et donc, je vous le disais, c'est généralement parce que j'ai ressenti une émotion, que j'ai un sentiment vis-à-vis de ce que j'ai observé, que je vais y aller sous forme de CRD. Et donc, la difficulté à cette étape-là, au-delà de ressentir, ce n'est pas toujours simple d'être aligné avec son ressenti, moi, ce que j'ai constaté dans la pratique, c'est qu'on manque de vocabulaire pour décrire nos sentiments ou nos émotions. Alors, j'emploie sentiment, émotion, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, en tout cas, les deux s'y prêtent dans cette phase-là. Voilà. C'est pour ça que je mélange un peu les deux. Mais l'idée, c'est que on va essayer d'aller plus loin que je ne suis pas content. Voilà, je ne suis pas content. Ok, ça renseigne pas trop l'autre. Donc l'enjeu, ça va être d'aller le plus en profondeur, identifier son ressenti, l'exprimer avec beaucoup de clarté pour pouvoir renseigner l'autre sur ce qui se passe chez lui. Alors là, comment tu t'y prends pour aider la personne à accoucher de ses émotions? Oui. Eh bien là, en fait, il faut prendre du temps. Là, notre ennemi, c'est le fait vite. En général, c'est qu'on veut très rapidement exprimer à l'autre ce qui se passe. Voilà, c'est un petit peu antinomique avec l'émotion qui, elle, a besoin d'un peu de temps pour jaillir. Donc, il faut accompagner l'autre. Et pour accompagner l'autre, d'abord lui laisser le temps et donc lui montrer qu'il a le temps. Et lui dire, ok, on a un peu de temps devant nous. Ce que je te demande, c'est au fond de toi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens. Et puis après, en fonction de ce qui jaillit, là, je pourrais en parler longtemps parce que j'ai rencontré beaucoup de situations différentes. Mais c'est peut-être parfois de proposer aussi le vocabulaire aux gens. Voilà. Ça n'empêche pas, on ne parle pas à la place de l'autre, on lui laisse la validation définitive de ce qu'il ressent. Mais on peut aussi lui proposer des mots-clés. Ok, ce que j'ai ressenti, c'est de l'agacement ou c'est je te sens troublé. Voilà. Et donc, c'est proposer des mots et voir comment ça résonne chez l'autre et comment il prend. Et parfois, c'est aidant de proposer du vocabulaire. Là, si je peux, j'ai fait un exercice il y a très peu de temps sur Zoom avec les équipes que je suis. Et puis, c'était sur détecter un petit peu les émotions. Et j'avais mis les 5 grandes émotions dans des colonnes. Et je leur ai dit, maintenant, nourrissez un petit peu ce tableau avec les différentes nuances par émotion. Donc, il y a la tristesse, la colère, la peur, la joie, le dégoût, etc. Et je leur ai laissé quand même 5-6 minutes, ce qui est assez long dans un atelier, 5-6 minutes à plusieurs pour réfléchir. Et j'étais surpris de la pauvreté des réponses. Et bon, moi qui avais les réponses, évidemment, ça me paraissait évident. Mais en fait, c'est des vocabulaires qu'on utilise très peu souvent, qu'on lit dans la littérature, parce que agacé, contrarié, mais on l'exprime très peu en fait. Et du coup, effectivement, on n'a pas une culture de l'expression de l'émotion. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est qu'on a peut-être le vocabulaire, mais on est coupé de nos émotions, on n'a pas l'habitude d'exprimer ce qu'on ressent. Et je le vois avec mes étudiants, ils sont embarrassés quand on les questionne sur ce qu'ils ressentent. Ouais, je vous rejoins, en fait, l'hypothèse que je fais par rapport à ça, après ça va un peu plus loin, et puis c'est très, très personnel comme analyse, c'est qu'à force de ne pas exprimer ses émotions, on finit par ne plus maîtriser le langage qui est associé. Et après, là, il y a beaucoup de débats qui sont possibles, la poule, l'œuf,
entre la linguistique et voilà, est-ce que c'est le raisonnement qui fait apparaître, voilà, qui nourrit le vocabulaire ou l'inverse. Voilà, on a des vrais spécialistes qui traitent de ça, mais pour ma part, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'à force en effet de se couper de ces émotions-là, en tout cas de ne pas être sollicité pour les exprimer, ben, on manque de mots en effet pour les décrire. Et puis il y a aussi cette notion que exprimer ses émotions, c'est se dévoiler et donc c'est montrer de la faiblesse en fait quelque part. Se dévoiler à l'autre, c'est montrer qu'il y a eu, on a été touché. Et alors que bon, en tout cas chez les garçons, c'est très le côté un peu guerrier qui montre pas ses sentiments, qui doit être fort dans toutes circonstances. Hein. L'éducation pousse à ça, quoi. C'est en train de changer heureusement. Mais c'est compliqué d'exprimer ses émotions. Et si est-ce que tu avais une autre question pour Aaron? Là, par rapport à la technique, donc j'ai compris qu'il fallait être très factuel, ensuite savoir exprimer ses émotions, mais est-ce qu'on s'arrête là dans la CNV? Est-ce que ça suffit? Non, ouais, on ne s'arrête pas là. Et en fait, on continue. Donc la troisième phase, là, à ce moment-là, c'est l'expression de ses besoins. Voilà. Et donc là, c'est peut-être la phase la plus intime. C'est qu'on va donner, voilà, et Guy, tu disais à l'instant, exprimer ses émotions, c'est pas simple. Peut-être d'autant plus dans le milieu professionnel. D'ailleurs, pendant très longtemps, l'expression des émotions, c'était pas simple. Et là, en l'occurrence, dans la troisième phase, eh bien, on va parler de son propre besoin. Donc, vu qu'on a exprimé ce qui nous arrivait, on va pouvoir faire le lien avec, si ça me met dans cet état-là, si je vis ce que je vis là, c'est parce que moi, fondamentalement, dans mon histoire, dans ce que je suis, eh bien, tel besoin n'est pas satisfait ou est bafoué. Qui se passe. Et donc, en gros, cette étape-là, ce qu'il y a d'important, c'est d'assumer l'entière responsabilité de ce qui nous arrive. Et là, c'est clé, par contre. C'est que cette étape-là, il faut bien faire comprendre à l'autre, ce qui m'arrive, c'est très personnel. Ça parle de moi, et uniquement de moi. C'est quand... parce que mon histoire est faite de telle et telle manière, eh bien, quand il se passe ça, ça fait écho chez moi de cette manière-là. Alors, là, j'insiste assez lourdement, mais on peut basculer à ce moment-là. Si on n'insiste pas suffisamment, si on n'est pas suffisamment clair, on va très très vite renvoyer l'autre dans la critique. Donc l'enjeu, là, faut être très clair, et il faut rappeler, ça n'est pas de ta faute, c'est parce que tout simplement, mon histoire fait que c'est constitué comme ça. Et donc, quand simplement le fait générateur, il se passe ça, eh bien, ça fait ça chez vous. Voilà cette étape-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ouais, ben ça me fait penser, effectivement, c'est une étape qui est délicate. Alors, je ne l'ai pas pratiqué, hein, la CNV, mais là, quand tu me parles, ça résonne, comment ça résonne en moi, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, tu peux prendre conscience de certaines faiblesses, douleurs ou zones sensibles que tu as à l'intérieur de toi et que tu protèges, en fait. Et que tu es prêt à te bagarrer pour les protéger parce que c'est ta zone sensible. Et donc, en prendre conscience, la dévoiler, en parler, mettre des mots dessus pour conserver une relation, la dévoiler, quoi, la mettre en lumière, ça peut être effectivement un moment très délicat en tout cas pour moi, ça le serait énormément. Oui, et c'est une des difficultés. Ouais, c'est que il y a un minimum de confiance dans le processus et dans le fait que l'autre soit capable d'empathie et d'entendre que parce que j'ai un besoin, eh bien voilà, je peux le respecter. En tout cas, je peux faire quelque chose pour la personne qui a ce besoin-là. Et en effet, c'est aussi, comme tu le dis, et j'en reviens au milieu professionnel, c'est souvent dans la tête des gens l'idée que je vais exprimer une faiblesse et que très longtemps, le milieu professionnel a promu des gens qui étaient des gens forts. Ils n'avaient aucune faiblesse parce que réussir, c'était parce qu'on était fort. Et ça, bien heureusement pour nous dans cette période, et ça va nous aider
à pouvoir déployer la CNV. Ça, c'est en train de changer. Ouais. Au fur et à mesure, voilà, la force, ça reste une qualité sur certains aspects, mais l'expression des faiblesses est de plus en plus encouragée et facilitée, en tout cas culturellement, ça commence à surgir. Ouais, tant mieux que la force soit plus le pilier central du manager battant, guerrier. On est en train de changer là-dessus, tant mieux. Mais, voilà, ça prend du temps. Hein. Ouais. Tout ça, il y a de l'inertie. Voilà, ça ne se fait pas en une fois. Non, c'est des générations. Voilà, c'est en train de bouger. Alors, du coup, parlez-nous de la dernière étape, si j'ai bien compté. Ouais, et bien naturellement, une fois qu'on a fait ça, la dernière étape, elle consiste simplement à demander à l'autre de lui faire lui faire une demande, lui expliquer ce qu'il peut faire pour améliorer la situation pour moi, s'il le souhaite. Alors la seule précaution à prendre, hein, c'est de se dire c'est pas une exigence. C'est pas parce que je suis convaincu que ce que j'ai exprimé c'est juste que pour autant je dois imposer la demande à l'autre. Donc je continue à assumer l'entière responsabilité de ce qui m'arrive jusqu'au bout. Et ça doit aboutir à ce que on formule non pas une exigence mais une demande. C'est demander un service en quelque sorte et considérer que l'autre il va vouloir nous filer un coup de main. Et ça y est, là, on a bouclé la méthode quand on est arrivé jusque-là. Donc les deux personnes font cet exercice. Tu fais l'un après l'autre, tu fais en même temps, comment ça se passe? C'est-à-dire, alors donc oui, là pour le coup, on peut employer toutes les méthodes, ça dépend comment ça se passe dans le processus. Si la personne nous suit dans notre danse, dans ce qu'on est en train de faire, on peut très bien dérouler tranquillement et rester sur notre besoin et effectuer une demande à la fin. Si la situation se fige, peut déraper à un certain moment, il y a peut-être lieu en effet d'inciter l'autre à exprimer lui aussi les faits, à exprimer son sentiment, à exprimer le besoin et à danser à deux pour pouvoir parvenir jusqu'au bout. Mais en fait, ça dépend de ce qui se passe dans l'échange. Et là, c'est très variable. Hein. Ouais. Les réactions des gens sont très variables. Tout état de cause, l'une des difficultés majeures qu'on rencontre, c'est lorsque on s'y met avec une personne qu'on connaît déjà. La personne, elle risque de se poser une question, mais voilà, à quoi tu joues quand tu fais ce genre de choses. Et donc là, il faut tenir le cap. Faut tenir le cap parce que ça va pas marcher tout de suite. Ça va beaucoup interroger l'autre qui est en face. Parce qu'il va voir que quelque part, on applique d'une certaine manière un peu une méthode. Hein, ça reste séquencé d'une certaine manière. Et donc, voilà, l'autre risque de le voir. Et on va peut-être devoir lui expliquer. Et en tout état de cause, tenir le cap pour que ça fonctionne, parce que c'est pas en une fois que ça va fonctionner. Ouais, tu vois, j'avais un biais cognitif, pardon. J'avais imaginé dans ma tête le coach et les deux personnes qui ont le problème. C'est pour ça que je me disais comment tu fais pour le. Mais effectivement, c'est aussi dans. C'est un peu cette question que j'avais aussi parce que moi j'ai rencontré ça avec des élèves qui justement il y avait une impasse dans la communication, ils ne se rendaient pas compte. L'un était dans le jugement, j'avais beau lui expliquer qu'il était dans le jugement, il était vraiment fermé et je ne savais pas comment dénouer le truc et j'aurais dit écoutez là vous n'êtes pas dans la communication. Alors, prenez le temps de prendre du recul et on revient là-dessus par la suite. Enfin, je ne sais pas si j'ai fait la bonne méthode. Ok, mais j'avais en effet, j'avais pas compris la question comme ça, donc merci de repréciser. Donc en effet, c'est dans une posture de coach ou en tout cas d'intermédiaire, hein, quand on se retrouve au milieu d'une situation figée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est déjà demander d'une certaine manière, plus ou moins directement, mais l'autorisation aux personnes de faire une forme de régulation. On va plutôt parler de régulation hein, dans ces cas de figure-là. Et une fois qu'on a obtenu l'accord des deux personnes, eh bien, on va être un petit peu le gardien de la parole et du processus. Donc, on va dire, ok, qu'est-ce que tu as à dire? Et on va guider chaque personne en disant, ok, alors donc, je vois que tu es particulièrement, on va peut-être initier en disant,
je vois que tu es énervé, on va peut-être supposer, en laissant ouvert. Et ok, décris-moi les faits, décris-moi ce qui s'est passé pour toi. Et une fois que, on va donner la parole à l'autre, ok, est-ce que tu vois la même chose? Voilà, et en fait, on va guider dans le processus en respectant un petit peu les étapes pour permettre à chacun de comprendre que quelque part derrière ça, ben, il y a un processus et que quand on le respecte, bizarrement, on arrive à mieux s'exprimer et à mieux entendre l'autre. Et je vous éclaire quand je dis ça, oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai une autre question, c'est est-ce que cette approche, on peut l'avoir aussi avec un groupe d'individus? Parce qu'entre individus, bon, je pense que c'est déjà difficile en général quand on n'est pas habitué. Mais là, quand on doit utiliser la CNV avec un groupe d'individus, est-ce qu'on a cette même approche ou il y a des variantes? Oui, alors, la CNV, telle qu'a été créée par Marshall Rosenberg, parce que c'est Marshall Rosenberg, hein, donc psychologue des années 80, qui a créé cette méthode-là, qui l'a promue, et méthode vraiment expérimentale. Eh bien, lui, sa spécialité, c'était vraiment d'ailleurs les collectifs en général. Il intervenait dans les milieux défavorisés, dans des écoles défavorisées, il intervenait dans des parties aux États-Unis où il y avait des clans, enfin, des milieux assez difficiles, et très souvent il était confronté à des collectifs qui se faisaient face. Et donc oui, ça peut s'appliquer en collectif. Alors c'est à la fois plus compliqué parce que voilà, la multiplicité, c'est facteur de complexité. Hein. Plus on met de monde et plus on doit gérer de processus en même temps. Donc évidemment, peut-être le conseil que je donnerais si on veut s'attaquer à un collectif, c'est peut-être de s'entraîner un peu avant sur l'individuel. Pour autant, je pense qu'une fois qu'on maîtrise le processus, le collectif devient un grand enrichissement. Parce qu'on peut jouer avec, à condition que tout le monde comprenne les règles du jeu. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand on manque de vocabulaire sur un sujet, les autres ils peuvent être aidants. Ils peuvent, à condition qu'on pose bien le sujet dans la régulation, en disant ok, voilà, et qu'on soit gardien du processus, eh bien on peut dire ok, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous pourriez proposer comme sentiment que vous constatez. Ça permet de nourrir en méta l'autre, ça permet de. Voilà. Et donc ça peut donner des très belles dynamiques. Alors, pour ma part, je l'ai très peu pratiqué. Je l'ai eu une ou deux fois à effectuer. Donc oui, je confirme, il faut maîtriser le processus d'abord pour pouvoir y aller. Mais c'est vraiment intéressant. Donc dans une idée, dans une école par exemple, oui, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement intéressant à mettre en œuvre, à condition peut-être d'avoir aussi initier les personnes un peu avant et poser les règles du jeu. Voilà. Moi, c'est ce qui me semble être essentiel, c'est d'avoir consacré, avant de faire des régulations, d'avoir posé les règles du jeu pendant quelques minutes, de manière à tout le monde sache un petit peu comment ça va fonctionner. Ouais, c'est clair. Et juste, j'avais, c'était il y a 2 ans, je l'ai fait j'ai fait un petit atelier avec mes étudiants parce que moi-même, j'étais sortie de moi et ça ne m'a pas plu du tout. Et c'est là que je me suis vraiment intéressée à la CNV. Et en suivant les étapes, les élèves me disaient, mais c'est pas naturel de parler comme ça fait bizarre. Donc, qu'est-ce que tu proposerais justement pour que ça devienne plus naturel? Le naturel, malheureusement, c'est comme tout, hein. C'est comme quand j'ai appris à conduire, on me pose la question surtout, et l'image que j'ai, c'est voilà, l'apprentissage de la conduite. Si tu te rappelles quand tu étais à l'auto-école, voilà, au début, tu apprenais, et puis peu à peu, c'est devenu un peu plus naturel, et puis quand tu t'es retrouvé seul, c'était encore plus naturel, et puis tu as fait des kilomètres, et plus ça l'était. Je pense que la seule manière que ça soit plus naturel, c'est l'expérience. Après, je pense que ta question, il y a quelque chose d'essentiel, c'est qu'il faut être congruent et il faut être transparent dans les difficultés qu'on rencontre dans la communication. Il me semble que c'est une clé primordiale. C'est qu'il te renvoie une difficulté et donc de dire
Bah oui, tu as raison. Je m'aperçois peut-être des carences que j'ai dans ma communication quand je suis spontané aujourd'hui. Et j'ai pu comprendre à travers le respect de certaines étapes, le bien fondé et la plus-value de certaines, voilà, du respect de certaines étapes. Alors, je perds peut-être en naturel et vous me le pardonnerez si vous voulez bien. Mais en attendant, le but du jeu, ça va être de faciliter l'expression de ce qui est le plus important pour moi. Donc j'accepte pour l'instant de perdre un peu de naturel pour pouvoir accéder à quelque chose de plus important pour moi. Et puis plus je pratiquerai, et je vous garantis que ça, vous le verrez un peu moins et ça facilitera encore plus nos échanges. Voilà. En tout cas, c'est voilà, ma manière de voir les choses. Nickel. Nickel. Moi, j'avais utilisé un jeu de rôle pour enseigner la CNV. Et je vais plutôt te poser la question ouverte. Comment tu enseignes la CNV et comment tu l'enseignerais à des jeunes apprenants? Je l'enseignerai avec, de la même manière que j'ai fait là, avec au démarrage un peu de littérature, expliquer ce que c'est, la philosophie, le pourquoi du comment. Et très vite, je mettrai les gens en situation, de manière à ce qu'ils puissent se rendre compte à la fois des difficultés qu'on rencontre et à la fois de la plus-value, par contre, de ce que ça apporte immédiatement. Donc voilà, après moi je suis un des tenants de l'apprentissage par le faire, ce qui explique le pourquoi je te développe ça. Je ne l'ai jamais fait, j'entends que tu as une idée de ludique, je ne l'ai jamais fait comme ça, et en effet je pense que je vais me pencher sur ces questions-là, surtout avec des publics d'autant plus jeunes, ou même si ça n'exclut pas quand on a des publics ludiques, mais ça me primordial sur des publics plus jeunes d'y aller avec du ludique. Pour le coup, là, j'ai pas de clé à t'apporter là-dessus, mais dans les mises en situation, peut-être commencer par des choses un peu légères, sous forme de jeu, en effet, des jeux de rôle où on leur demande peut-être d'y aller en position méta sur un jour, t'assister à un conflit, de quoi s'agissait-il, et de les mettre en résolution d'une situation auquel ils ont assisté. Donc les sortir de leurs problèmes à eux pour pouvoir y aller, et peu à peu, en fait, se rapprocher de leurs préoccupations et de leurs problèmes, de ce qui les concerne. Donc, ça serait une stratégie pour moi d'y aller, mais j'ai entendu que toi, tu avais fait du ludique, et moi, ça m'intéresse particulièrement aussi. Oui, c'est un coach qui s'appelle Alexandre Poche et qui a fait un serious game sur la CNV. Effectivement, tu as un jeu de rôle, donc tu as un rôle, et à chaque étape, puisqu'il y a trois ou quatre étapes, tu as une indication secrète. Donc tu es un développeur, tu as planté la prod, il y a le chef de projet qui vient, pas content. Ton indication, la première, je m'en souviens, c'est de répéter toujours la même chose. Mais c'est pas de ma faute, on m'a pas dit. C'est pas de ma faute, on m'a pas dit. Et puis lui-même, il a une indication secrète. Et ensuite, on débriefe. Comment tu l'as ressenti? Qu'est-ce que ça t'a fait? Et puis, on va vers la CNV où on va chercher le besoin chez l'autre et lui exprimer une demande. Et il rythme ça avec l'explication un peu littéraire. Je l'ai fait deux fois, cette petite serious game. Ça a bien marché. Après, les gens... Je te coupe une seconde, il me semble que c'est un apprentissage par le don't et le do. Oui, donc on commence par à éviter et on va progressivement. C'est ça. Ok, à l'occasion, on peut bien qu'on partage là-dessus. Super. Laetitia, est-ce que tu avais une dernière question? Juste pour que ce soit clair pour les formateurs et nos élèves aussi, c'est est-ce que vous pourriez donner concrètement un exemple de CNV, justement, de comment je commence, dans une situation en conflit, comment je vais dire ça? Est-ce que tu veux
me proposer une situation peut-être que tu as vue dernièrement pour que ça te parle à toi et que je réagisse sur quelque chose qui peut... Oui, bien sûr, je vais prendre l'exemple de ces élèves-là qui n'étaient pas d'accord et il y en a un qui fait une remarque à l'autre en disant oui, là, tu dors, tu fais rien et c'est moi qui fais tout le projet. Oui, en plus, c'est particulièrement intéressant parce qu'on peut faire le parallèle avec dans le milieu professionnel, pour ceux qui, si on veut aussi l'appliquer au milieu professionnel, où là, ça va parler à tout le monde. Et donc, oui, là, pour le coup, en CNV, voilà ce que ça donnerait. Ça donnerait, dans un premier temps, bon, j'ai besoin de te parler quelques minutes. Et donc, on va commencer par décrire les faits et ça va donner depuis quelques jours, on travaille sur ce sujet-là. On s'était dit d'y travailler tous les deux dessus. Et depuis qu'on s'est mis, j'ai consacré tant d'heures et toi tant d'heures. Et il me semble, voilà, on s'était dit que c'était de manière paritaire qu'on le ferait. Et voilà, il me semble que j'ai accordé beaucoup plus d'heures. Et moi, quand ça me fait ça, je me sens... bon, là, je vais inventer le sentiment parce que je ne peux pas le recréer, mais je vais dire ce que je pourrais imaginer. Je me sens particulièrement, comment dire, agacé. Je pense que c'est de l'agacement. Parce que j'ai un besoin fondamentalement chez moi, c'est que on s'engage dans quelque chose. En tout cas, moi, quand je m'engage dans quelque chose, j'ai besoin d'avoir confiance dans la parole tenue. Et dans le fait que pour se faire confiance, j'ai besoin qu'on respecte nos engagements respectifs. Alors voilà, il ne s'agit pas du tout de reproche, je ne reproche pas du tout, je ne sais pas, certainement que tu avais tes bonnes raisons. Et pour autant, moi, c'est vraiment compliqué pour moi, cette situation. Alors ce que je te propose, si tu es OK, c'est qu'on redétermine un planning sur lequel on travaille de manière plus égalitaire. Est-ce que tu veux bien faire ça pour moi? Voilà. C'est un exemple. Enfin, j'aurais pu prendre plein de directions. Hein. J'étais obligé de créer au fur et à mesure, mais voilà un exemple de ce que j'aurais pu projeter dans l'explication sous une méthode CNV. Merci. Un super exemple. On sent qu'il y a une tension qui est quand on sent la montée en tension, personne ne peut s'exprimer. Il y a une libération et il y a une demande concrète. Et à partir de là, on peut reconstruire quelque chose ou pas, mais on peut faire quelque chose. Alors après, dans un échange, hein, il est tout à fait possible que je ne puisse pas le dérouler en une fois. Que la personne Et là, on choisit sa stratégie, on peut très bien, selon son niveau de maîtrise de la situation, dire, le préciser au début peut-être, de dire, écoute, permets-moi juste d'aller jusqu'au bout, même si je suis maladroit, et tu me diras, mais je vais aller jusqu'au bout de mon explication et je te laisserai la parole après pour réagir. Ou alors, si on est déjà à l'aise avec la méthode, on fait de l'ouverture au fur et à mesure. On dit n'hésite pas à m'interrompre si jamais il y a quelque chose qui... Voilà, et ça permet en fait de replacer, de repréciser au fur et à mesure. Mais ça dépend en fait de comment on est à l'aise avec la méthode. Merci Aaron pour cette interview vraiment très riche. C'est un super. grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et puis voilà, je vais le mettre bientôt. J'ai hâte de le mettre en ligne. Est-ce que tu permets qu'on le mette sur Educagile également? Oui, vous pouvez mettre sur Educagile et puis, puis n'hésitez pas, je pense que votre sujet est vraiment à la fois passionnant et je pense que personnellement, pour moi, c'est un sujet qui est comment dire, un sujet d'avenir, l'éducation dans les écoles, voilà. C'est sûr. Extrêmement important. Donc je suis très content au-delà du bon moment qu'on a partagé, d'avoir contribué à ça. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions plus tard, si vous voulez qu'on y revienne, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.